pas d'événements d'inondation en vue? Si, il y en a en ce moment, justement dans le nord de Ah, la France. non. Donc, Comme tu le puis, sais, et toutes nos sympathies d'ailleurs à nos collègues et nos compatriotes de Colombie-Britannique qui sont encore effectivement soumises donc aussi en France à des phénomènes d'inondation. Donc, merci à tout le monde. Euh, pour ne pas changer les traditions, donc je me présente, Philippe Gachon, directeur général du risque. Ça fait d'ailleurs plusieurs semaines que je n'ai pas pu assister au webinaire, donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vais donner quelques petites instructions avant de débuter. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude d'assister au webinaire du risque, on enregistre notre webinaire. Donc, ça vous va, Valérie qui a commencé l'enregistrement, il n'y a pas d'objection là-dessus. Donc, les webinaires vont être ensuite disponibles sur notre site web du risque. Donc, aujourd'hui, on a une séance double avec deux présentations. On va commencer tout de suite et je vais introduire Julien et ensuite, Armand prendra la suite. Donc, la première présentation, c'est Julien Lebelair qui va la faire, donc à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes pour avoir au moins 5, 6, 7 minutes, voire 10 minutes de questions. Donc, réservez vos questions à la fin. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez utiliser le chat ou également ouvrir vos caméras pour prendre la parole et poser les questions à nos interlocuteurs. Fait que, Armand, on va te reparler tout à l'heure. Une fois que Julien aura terminé sa présentation, je te présenterai à ce moment-là et puis tu pourras aussi débuter. Donc, la première présentation, Julien Lebelair, qui est diplômé d'un baccalauréat en sciences infirmières obtenu à l'Université Laval, qui est actuellement candidat à la maîtrise en gestion des risques, en gestion de projet à l'Université du Québec à Rimouski. Je pense que tu vas nous parler, notamment, tu travailles avec nos collègues Lily Essard en particulier. Euh, Et tu vas nous présenter aujourd'hui donc sur ton projet qui touche à... je vais te laisser d'ailleurs présenter ton projet parce que je n'ai pas de site sous les yeux. Donc, merci beaucoup, Julien, encore une fois d'avoir accepté et la parole est à toi. Excellent. Je vais procéder au partage de ma présentation. Donnez-moi un instant. Excellent. Tout le monde voit bien ma présentation, le PowerPoint? S'il n'y a pas d'objection, je vais continuer. Oui, premièrement, merci au risque là, pour l'invitation. Puis, un gros merci aussi pour la bourse d'études pour laquelle j'ai été récipiendaire là, comme candidat au deuxième cycle là, à la maîtrise en gestion de projet. J'avais soumis une demande l'année dernière, puis vous m'avez octroyé une bourse de 8 000 La bourse m'a permis de me décharger là, de certaines obligations professionnelles, là, ce qui m'a permis à me consacrer d'autant plus à ma recherche puis à mon mémoire. Donc, encore merci au risque pour cette attention. Les présentations ont été faites, là, à mon sens. Je voudrais quand même prendre quelques secondes pour présenter mes deux directeurs là, de mémoire. Donc, Lily Lessard qui est présente, là, qui est co-directrice de ce mémoire et qui est professeure à l'UQAR, et Louis Babineau, qui est directeur là, du programme de gestion et aussi directeur de mon mémoire à l'UQAR, et qui est professeur aussi à l'UQAR. Donc, sans plus tarder, là, je vais vous présenter l'objet de ma présentation. Donc, ça va porter sur la gestion des risques liés au changement climatique dans les systèmes de santé, avec l'exemple de la santé mentale au Québec. Plan de présentation, on va faire une courte mise en contexte. Ensuite, on va vous expliquer le cadre de gestion qui a été choisi, les deux méthodes qui ont été choisies pour la recherche de ce mémoire, une présentation des résultats et discussion et conclusion. Donc, ici, une courte définition là, du changement climatique qui fait référence aux modifications des tendances climatiques moyennes et peut être causée par des phénomènes naturels ainsi que par des activités humaines. Mon projet s'intègre là, au projet Cassiopée qui s'intéresse à la capacité des systèmes de santé à réduire les impacts psychosociaux dans le contexte des changements climatiques. Le projet Cassiopée est financé par Santé Canada dans le cadre de l'initiative Adaptation Santé qui porte sur l'adaptation des systèmes de santé au changement climatique. Et ma contribution au projet Cassiopée est d'explorer le volet de la capacité de la gestion des risques.
Pourquoi la santé mentale? En fait, l'augmentation des événements météorologiques extrêmes, là, leur sévérité et la durée aura certainement un impact très négatif sur la santé mentale auprès de la population. Quelques exemples d'impact de la santé mentale, on sous-entend de la détresse, du stress, des troubles mentaux tels que l'anxiété, des troubles de stress post-traumatique, la dépression. Aussi, les impacts là, en santé mentale peuvent être la conséquence d'impacts au niveau de la communauté. Donc, par exemple, ça peut être associé à une perte économique. Un bon exemple aussi est la démolition de maisons suite au sinistre vécu à Sainte-Marie. Donc, on parle de 400 maisons qui sont démolies suite aux inondations de 2019. Donc, ces résultats brisent le tissu social. Pour mieux illustrer l'environnement dans lequel s'opère ce mémoire, un portrait de la santé mentale de nos systèmes de santé est de mise. Le domaine de la santé mentale est un peu l'enfant pauvre de notre système de santé au Québec. Là. On octroie actuellement là, seulement 8 % de ses dépenses en santé mentale parmi tous les programmes et services. Entre autres, les systèmes de santé doivent composer avec la pénurie de main-d'œuvre, des départs à la retraite, les maladies qui amènent une pression supplémentaire sur les soins offerts dans ce domaine. Tous ces éléments doivent nous mettre en garde là, quant à la capacité du système de santé à prévenir adéquatement et de soutenir à long terme ce secteur de la santé. De plus aussi, l'impact de la réforme sur la santé de 2015, qu'on appelle de façon plus populaire la réforme Barrette, a coupé les budgets d'approximativement 30 % auprès des directions de la santé publique. Ici, nous avons un diagramme qui illustre les deux stratégies pour faire face aux problèmes du changement climatique. On dit qu'une activité contribue à l'atténuation du changement climatique si elle contribue à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre. Donc, les programmes d'énergie verte là, sont un bon exemple. Puis, quand on parle d'adaptation, l'adaptation est un ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à leurs effets, afin d'en atténuer les effets néfastes ou d'exploiter les opportunités bénéfiques. Donc ici, la gestion des risques dans le réseau de la santé s'insère dans les mesures d'adaptation, selon nous. Une publication récente de l'INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec, a évalué les facteurs ayant facilité ou ayant contraint l'adaptation au changement climatique dans les organisations du réseau de la santé. Cette évaluation a permis de constater que les systèmes de santé investissent plus dans les mesures de protection, telles que des mesures d'urgence, plutôt que dans les mesures reliées à la prévention. Donc, en somme, les orientations des systèmes de santé sont d'autant plus réactives que préventives en ce qui concerne les mesures d'adaptation. Donc, pour nous, la surveillance du risque est un paramètre qui doit être suivi dans le temps. Un risque qui n'est pas géré est une menace importante pour les systèmes de santé puisqu'ils peuvent être exposés à des résultats imprévus. Puis, un bon exemple, c'est la pandémie de la COVID-19 qui a créé de la difficulté là, au niveau des systèmes de santé là, à gérer une augmentation de la demande des soins et des services auprès de la population. Puis, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre accompagné d'une augmentation des hospitalisations liées à la COVID-19, a épuisé l'ensemble des ressources au Québec au moment de la rédaction de ce mémoire. À cet effet, là, la méthodologie des processus de gestion de projet pourrait être une solution intéressante là, pour le déploiement de la mise en place des processus de gestion des risques. Le but de la recherche, donc le but de cette recherche là, est d'apprécier la capacité des systèmes de santé et des services sociaux là, au Québec à gérer les risques induits par les changements climatiques avec la lunette plus particulière de la santé mentale. Donc, en ce qui a trait aux objectifs, aux buts plus spécifiques, en premier lieu, on voulait explorer comment la gestion des risques en santé mentale induits par les changements climatiques est abordée dans la littérature scientifique internationale. Puis en deuxième lieu, on voulait explorer comment la gestion des risques des changements climatiques figure parmi les priorités d'action des CIUS, des CIS, des CHU. Un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire
et institués au Québec au cours des dernières années. Le cadre de référence qui nous a servi au niveau de la gestion des risques, c'est celui de l'ATOM, Active Threat and Opportunity Management, c'est ça que ça veut dire ATOM, a été choisi en raison de sa simplicité et de l'accessibilité des processus dans tous les domaines. C'est un des principaux modèles de gestion des risques présentés dans le cadre d'un cours de gestion des risques à la maîtrise là, à l'UQAR. Son auteur, David Ellison, définit le risque très simplement là, comme une incertitude qui nous concerne. Donc, ici, vous avez les étapes de la gestion des risques telles que le définit l'ATOM. Donc, on va les voir très rapidement. Au niveau de l'initiation, à cette étape-ci, on définit les objectifs. Donc, ce qu'on pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut accomplir? Au niveau de l'identification, c'est l'identification des incertitudes. Donc, qu'est-ce qui peut m'affecter? Au niveau de l'évaluation, en fait, ça consiste à prioriser les incertitudes. Donc, on se demande lequel est le plus important. Et ensuite, la planification des réponses. Donc, on développe des réponses appropriées pour chaque risque qui est identifié. Donc, on se demande qu'est-ce que je devrais faire. Et la reddition de compte, c'est tout simplement la communication de ces résultats aux parties prenantes. Ensuite, on rentre dans la mise en œuvre. Donc, c'est la mise en place là, des réponses là, qui ont été établies précédemment. Puis, ce qu'on entend par revue, c'est une surveillance des changements. Donc, c'est un peu comme on voit dans des cadres de gestion de projet ou dans d'autres cadres de gestion des risques. Là, ça correspond au suivi ou au contrôle. Donc, on se demande tout simplement, est-ce que ça a marché, ce qu'on a mis en place? Et le bilan, c'est l'énoncé des leçons apprises. Donc, on se demande à la fin, qu'est-ce qui a changé? Donc, le premier but spécifique de cette recherche là, repose sur une méthode d'examen de la portée, qu'on appelle de façon plus populaire un scoping review, qui implique la révision d'articles publiés et la littérature grise, afin d'évaluer l'étendue de la littérature à ce sujet. En bref, un examen de la portée consiste à fournir un aperçu des données de recherche disponibles et à répondre à une question de recherche non spécifique ou d'ordre général. Pourquoi? Bien que les impacts des changements climatiques soient décrits depuis plusieurs décennies, la gestion des risques en santé mentale est un domaine de recherche qui est en émergence. Puis de plus, d'autres méthodologies auraient été préconisées en d'autres circonstances, mais il a été jugé plus favorable dans un contexte de crise sanitaire et avec l'arrêté ministériel d'utiliser cette méthode. Donc, précédemment ici, là, vous avez les différentes étapes là, du scoping review, de l'examen de la portée. Donc, en ce qui a trait à l'identification de la question de recherche, contrairement à des revues systématiques de littérature où est-ce qu'on voit des questions très spécifiques formulées selon le PICO, ici, dans ce cas-ci, on utilise le PCC, donc la population, concept et le contexte, tel que c'est recommandé là, dans la littérature. Donc, la question de recherche est tout simplement, est-ce que les systèmes de santé ont la capacité de gérer les risques en santé mentale induits par les changements climatiques? Ici, vous avez un résumé, là, un sommaire de l'examen de la portée qui vous est présenté avec les différentes étapes. Vous avez l'identification des écrits pertinents puis les sources. Au niveau de la sélection des écrits, on a utilisé comme lieu de publication là, la liste des pays de l'OCDE qui partagent des caractéristiques similaires d'un point de vue de leur économie de marché puis d'un gouvernement démocratique afin d'obtenir un comparatif avec le Québec. Puis on a choisi plus grand ou égal à 2010 là, en termes d'année de publication en raison d'avoir une collecte de données des écrits qui est d'actualité. Au niveau de l'extraction des données, ça a été fait dans un formulaire standardisé. Puis au niveau de rassembler, résumer et rapporter les résultats, on a décidé de présenter les résultats par thématique en se basant sur les étapes de la gestion de risque de l'ATOM. Donc ici, vous avez un petit peu plus en détail là, les thématiques de présentation des résultats qui sont rassemblés comme suit ici. En ce qui a trait à la méthodologie, au niveau de la deuxième méthodologie de recherche, dans le fond, on a décidé de faire une révision des rapports annuels
qu'on retrouve dans les organisations des systèmes de santé. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Bien, en fait, l'examen de la portée nous a amené à examiner les rapports annuels de gestion ainsi que les rapports financiers avec l'objectif de recenser les programmes et les mesures de gestion des risques mis en place pour la santé mentale dans un contexte de changement climatique dans les organisations. Donc, comment que ça a été fait? On s'est basé, on a pris les rapports de 2015 à 2020. Pourquoi ces années-là? En fait, ça correspond au début de la nouvelle réorganisation des systèmes de santé. Donc, on est parti de 2015 jusqu'au dernier rapport. Vous avez les organisations ici. C'est 325 rapports annuels de gestion et financiers qui font un total ensemble de 325 qui ont été analysés. L'analyse a été faite par mots-clés en se référant aux aléas climatiques et la présentation des résultats a été faite par aléas climatiques. Au niveau des résultats, en ce qui concerne l'examen de la portée, 12 écrits ont été retenus au niveau de la pertinence et une revue des références bibliographiques des articles conservés a permis de retenir 3 autres articles pour un total de 15. Donc, nous arrivons dans les résultats par thématique. Donc, ici, à l'étape d'initiation, à cette étape, nous voulons répondre à la question suivante. Que voulons-nous accomplir? Donc, dans ce cas-ci, nous voulons gérer les risques en santé mentale induits par les changements climatiques. Donc, un plan de gestion des risques est nécessaire pour surmonter les défis posés par les changements climatiques. Les autorités sanitaires du Canada doivent se préparer aux incertitudes familières récurrentes telles que les inondations, les chaleurs extrêmes qui ont un impact sur la population et les systèmes de santé. Parmi les différents cadres qui existent, celui du WHO est celle qui est préconisée par Santé Canada. Mais il existe de nombreux cadres de référence pour la gestion des risques liés au changement climatique. Mais les systèmes nationaux et les normes internationales de gestion de risque tels que le British Standard de 60-79 ou l'ISO 31000 et l'Enterprise Risk Management peuvent aussi être utilisés. L'important, comme l'indique Fleming, c'est il est nécessaire d'évaluer les risques à l'aide d'un cadre commun afin d'avoir une compréhension appropriée des impacts de changement climatique sur la santé. Au niveau de l'identification puis de l'évaluation, dans la présentation des résultats, ici, ça se décline en 2 thématiques intéressantes qui est la représentation des vulnérabilités puis celle des ressources. Les points importants qui sont ressortis, comme premier point au niveau de la vulnérabilité, la connaissance des vulnérabilités dans la communauté et des individus sur le territoire est une source importante d'information pour les intervenants locaux lorsque des mesures d'urgence sont effectives et peut nous indiquer la propension d'un groupe à être impacté au niveau psychosocial. Ensuite, les risques pour la santé mentale et les impacts du changement climatique sont inégalement répartis en raison des facteurs d'inégalité sociale. Et mieux connaître le milieu impacté par les aléas climatiques offre plusieurs avantages quant à la gestion des risques, dont une meilleure habileté à coordonner les ressources et une meilleure connaissance des rôles et responsabilités de chacun. En ce qui a trait au niveau des ressources, là, les points importants, bien, il est recommandé de représenter et de surveiller les ressources et les compétences psychosociales au sein de la communauté touchée par une catastrophe. Aussi, la présentation des relations interdisciplinaires pourrait améliorer la réponse psychosociale. Comme deuxième point, des enquêtes épidémiologiques sur les troubles mentaux et les détresses de la population en général à la suite d'événements météorologiques extrêmes qui prennent en considération les indicateurs de risque ainsi que les facteurs de protection sont recommandés. Cette représentation permet de mettre en évidence les ressources et les compétences lacunaires sur un territoire et permet d'alimenter la planification de politiques et de programmes pour améliorer l'adaptation de la santé mentale à un changement de climat. Et aussi, un point important, le développement de partenariats entre les services tels que la santé, la météorologie et la communauté permet d'identifier et d'atténuer plus efficacement l'impact des risques. Au niveau de la planification des réponses, la reddition de comptes et la mise en œuvre, les résultats se déclinent en 2 thématiques qui sont la préparation aux urgences et les systèmes d'alerte précoce et la communication des risques. Les points importants là, au niveau de la préparation aux urgences, bien,
l'absence de planification, de préparation pour mitiguer les effets de catastrophes liés au changement climatique, ainsi que l'absence de réponse appropriée entraîne une augmentation de la gravité sur la santé. Puis, dans une revue de la littérature intéressante là, sur l'amélioration de la préparation de la réponse aux catastrophes dans les établissements de soins de longue durée, que chez ceux signalant des défis importants, en fait, les soins de longue durée, pour ceux qui ne se replacent pas là-dedans, là, on parle de CHSLD, donc les centres d'hébergement de longue durée, là, que chez ceux signalant des défis importants dans la préparation et la planification des réponses aux désastres naturels, seulement 29 avaient leur plan examiné par la gestion locale des urgences, 12 avaient participé à des réunions de préparation à l'échelle de la communauté et aucun n'avait participé à des exercices locaux sur les désastres. Donc, ceci reflète quand même bien là, les impacts d'un manque de préparation et le peu d'actions préventives sur le terrain. Les points importants en lien avec les systèmes d'alerte précoce, c'est la communication des risques. La communication des risques accroît la résilience des communautés en aidant les gens à évaluer et à réagir avant qu'un événement météorologique extrême ne se produise. Des mesures préventives mises en place avec un suivi auprès de la population à risque avant chaque période d'inondation s'assurent que ceux-ci sont préparés à réagir adéquatement en cas d'urgence. Puis, les responsables de la santé publique et de la gestion des urgences devraient élaborer des politiques et les programmes nécessaires tels que les systèmes d'alerte. Ces systèmes visent à alerter les autorités sanitaires et publiques lorsque les conditions dangereuses surviennent. Ils fournissent aussi des conseils sur la manière d'atténuer les risques pour la santé et à offrir une assistance aux personnes dans le besoin lors des situations d'urgence. Ces systèmes, par contre, existent depuis plus de 30 ans, mais ils ne sont qu'utilisés que par un certain nombre de villes et de collectivités au Canada au cours des dernières années. Des exemples de ces systèmes, on a le système suprême et le SSRC de Kobaric. Aussi un point important là, en lien avec ça, des évaluations et des tests devraient être effectués régulièrement afin de s'assurer que les parties prenantes reçoivent les alertes. Ces systèmes reposent aussi sur d'autres facteurs tels que la confiance envers les institutions responsables, la vérification de la qualité et la précision des données. Ensuite, au niveau de la revue, on achève les résultats, là, je vois le temps passer. Cette étape consiste à surveiller et contrôler les changements des risques et des mesures mises en place. Donc, au niveau de l'itération des processus, ce qu'on entend par itération des processus, ça exprime l'idée d'une répétition, là. Donc, l'étape de la revue qui consiste à suivre et à contrôler les réponses mises en place, ce qui peut nous amener à retourner en planification pour apporter des correctifs au niveau du plan de gestion des risques. Donc, les points importants, c'est la gestion des risques doit demeurer un processus itératif. Les risques pour la santé et les réponses de santé publique au changement climatique couvrent un large éventail de problèmes et les risques, ainsi les réponses évoluent au fil du temps dans un contexte de changement climatique. À cet effet, le suivi et la surveillance doivent comprendre une collecte et une interprétation des données, ainsi qu'une analyse des tendances. Et les indicateurs demeurent très importants dans le suivi et la surveillance des actions, comme par exemple dans le territoire de Chaudière-Appalaches où il y a une absence de données permettant de tracer un portrait des suivis offerts, des besoins de la population les mois et les années suivant l'inondation. À cet effet, cela limite les actions de l'organisation. Rapidement sur les indicateurs de la santé, la collaboration avec les partenaires de la communauté, les populations concernées, les chercheurs, les spécialistes est importante dans l'identification des bons indicateurs. Avec des indicateurs minimaux convenus et un moyen de vérifier l'efficacité et la pertinence des indicateurs permettront de vérifier si la planification des réponses est adéquate. Les diagrammes de processus causaux des effets des aléas climatiques sont des bons outils aussi dans ce sens. Puis rapidement, là, sur les indicateurs ici de la santé mentale pour aider à mesurer le progrès des mesures de mitigation des impacts des changements climatiques sur la population en général. Puis à cet effet, il y a une citation intéressante de Berry qui nous dit « En raison de sa complicité et de sa sensibilité, la santé mentale pourrait être
un indicateur principal pour mesurer le progrès accompli dans l'atténuation des effets du changement climatique sur l'homme. Au niveau du bilan, les écrits retenus ne font aucune référence à l'étape du bilan, qui est la dernière étape de l'atome. Donc, malheureusement, je n'ai rien à vous apporter dans ce sens. Au niveau de la deuxième méthodologie, au niveau des rapports annuels de gestion et des finances, rapidement, les résultats de cet exercice nous révèlent 26 mentions d'un budget spécifique pour les inondations dans les rapports financiers des différentes organisations. Malheureusement, les rapports financiers n'élaborent pas le détail de ces budgets, puis il est difficile de retracer les informations en détail dans les rapports annuels de gestion par la suite. On a 16 mentions des changements climatiques qui ont été retrouvés dans les rapports de gestion, dont la majorité de ceux-ci proviennent du ministère, du CIS de la Côte-Nord, puis des terres cries de la baie James. Et on a seulement 3 mentions pour le volet psychosocial, à la sécurité civile qui est associée aux inondations. Donc, ça fait le tour. Bon, ici, discussion, conclusion. Je vais conclure rapidement. Dans le fond, moi, présentement dans mon mémoire, je suis en cours de rédaction et je suis rendu à la discussion. Donc, j'ai juste des pistes de réflexion à vous partager cet après-midi. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à la lumière de toutes les propositions de framework de gestion de risque, de cadre de référence, excusez-moi pour l'anglicisme, l'utilisation d'un langage commun est important. Il existe de nombreux cadres de référence dans la gestion des risques liés au changement climatique, mais les normes internationales de gestion de risque, comme le ISO 31000, pourraient être utilisées pour faciliter le transfert des connaissances auprès des décideurs. C'est d'ailleurs celui qui est utilisé dans l'organisation du CIS de Chaudière-Appalaches dans la gestion intégrée des risques. Mais l'important est que pour bien comprendre les effets des changements climatiques sur la santé, il est nécessaire d'utiliser un cadre commun de gestion des risques. Donc, les chercheurs devraient en tenir compte dans leur approche auprès des décideurs, à mon avis. Ils doivent, je pense, c'est mon opinion personnelle, s'assurer de traduire non pas juste dans des termes compréhensibles les notions ou concepts scientifiques, mais aussi s'arrimer avec les pratiques organisationnelles. Donc, ce qui m'amène au deuxième point, qui est de tenir compte de la culture organisationnelle. Donc, la connaissance de la complexité des systèmes de santé est une piste de réflexion que je trouve intéressante. Je pense que pour implanter une gestion des risques de la santé dans un contexte de changement climatique, une approche intégrée avec différents acteurs est nécessaire et il doit y avoir une transversalité des processus de la gestion des risques pour les changements climatiques. Puis je pense que ça passe par les points suivants, donc connaître la culture de la gestion de projet dans l'organisation, savoir qu'un bureau de projet fait quoi comme type de risque. Donc, dans ce cas-ci, vous donnez l'exemple du CIS de Chaudière-Appalaches, on est plus dans l'analyse du risque de projet versus des directions de la qualité qui sont plus dans la gestion intégrée des risques dans la prestation des soins et des services à la population. Puis aussi de bien connaître les organigrammes de l'organisation, donc connaître les rôles et responsabilités des différentes directions qui pourraient être concernées dans cette approche. Aussi, j'ai fait un petit point par rapport au chargé de projet. C'est un libellé d'emploi ou un titre d'emploi qui n'est pas protégé. Donc, ça ne veut pas dire que ça vient avec des bonnes pratiques de gestion de projet ou de gestion de risque. Souvent, on voit des chargés de projet dans des directions qui sont tout simplement, pas tout simplement, mais qui sont que des experts de contenu ou des spécialistes de contenu. Donc, excusez-moi, j'ai fait ça très rapidement, en mode un peu rush, mais ça conclut ma présentation de mon côté. Sincèrement, désolé du dépassement de temps. C'est correct. Merci beaucoup, Julien. Donc, on a le temps pour 2-3 minutes de questions. Merci encore une fois pour ta belle présentation. Alors, on va y aller avec, s'il y en a qui veulent soit mettre des questions dans le chat, soit ouvrir vos caméras et poser directement la question à Julien. Regarde Valérie. Alors, si tu n'as pas de questions, je vais briser la glace, Julien. Notamment, tu en parles à la fin. J'aimerais ça peut-être avoir ton avis là-dessus. L'importance d'abord de définir des vocabulaires communs, tenir compte de la culture organisationnelle dans le domaine de la gestion des risques. Alors,
Prendre l'exemple de ce que toi, tu as vu. Est-ce que, par exemple, dans le cas des SILS et SILS que tu connais, est-ce que la gestion des risques se fait sur on va dire, une procédure qui est mise en place au niveau fédéral ou on se base aussi sur des choses qui viennent, par exemple, de suggestions de l'international en termes de gestion des risques? Peut être d'autres pays ou ce qui est proposé, par exemple, par l'OMS ou par le groupe des Nations Unies sur la réduction des risques de désastre. Intéressant comme point. Puis je t'invite, Lily, à intervenir là, si tu veux renchérir dans ce sens-là. Pour répondre là, très simplement à la question, je ne sais pas c'est quoi qui motive les motifs là, pour initier la gestion des risques en particulier, là, si c'est des normes internationales ou des normes nationales là, qui motivent certaines directions. Ce qui est important de savoir, je pense, là, dans les différentes organisations, c'est il y a une variabilité de la structure de gouverne d'un établissement à l'autre. Chaque établissement, que ce soit un CIS, un CIUS, un CHU, je pense qu'il convient à chaque chercheur qui décide de faire des démarches là, envers une organisation, je pense, de s'approprier un peu la structure de gouverne. Moi, je pense que c'est l'outil principal, puis de connaître là, vraiment les rôles et responsabilités de chacune des directions. Dans les systèmes de santé, là, en ce qui a trait de la gestion intégrée des risques, c'est vraiment la direction de la qualité qui peut porter différents noms. Donc, dans ce cas-ci, dans notre CIS, pour vous donner l'exemple du CIS de Chaudière-Appalaches, c'est la direction de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique, de la qualité et de l'évaluation, la DQEPE, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de ce volet-là. Ce n'est pas la gestion de projet ou ce n'est pas les bureaux de projet qui font ça. Moi, je travaille au bureau de projet, puis on est plus en mode gestion des risques des projets. Donc, puis moi, je pense que la gestion des risques, des changements climatiques doit s'insérer dans la gestion de risques intégrée des organisations, là, vu qu'on parle de prestations de soins et des services à la population. Donc, je pense que c'est des nuances qui sont importantes, mais je pense que le bureau de projet peut avoir un apport intéressant pour l'implantation de processus de gestion de risque. Puis, on fait souvent cet accompagnement-là parce que l'avantage, mettons, dans notre organisation, dans Chaudière-Appalaches, bien, l'implication d'un bureau de projet, souvent, bien, c'est garant d'une certaine qualité au niveau des processus de gestion de projet, mais aussi, ça assure la transversalité de l'information. Puis je pense que ça aussi, c'est un point qui est très important là, dans l'implantation de la gestion des risques. Puis je l'ai nommé tantôt dans mes résultats très rapidement, mais la collaboration est importante, que ce soit avec les services de météorologie, la communauté, puis les différentes directions à l'interne. Je pense que c'est des points qui sont importants à retenir. Là. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un commentaire. Oui, le lien vers l'enregistrement, ça va être sur notre site web. Puis comme on a donc une chaîne YouTube du risque, c'est tout enregistré, donc disponible. On mentionne aussi qu'il y a aussi un cadre de gestion de risque en santé publique, notamment, il y a un lien qui a été mis dans le chat, notamment sur le site de l'INSPQ. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on... Lily? Oui, bravo Julien pour ta présentation. Puis peut-être juste ajouter un élément, en fait que actuellement la gestion des impacts des changements climatiques est beaucoup confiée aux directions de santé publique des CIS et des CIUS. Et je pense que Julien, ce qu'il rapportait, c'est qu'actuellement, la gestion des risques est portée par une autre direction aussi. Donc, je pense qu'il y a lieu de se questionner, est-ce qu'il y a une bonne connexion, en fait, également de ces directions-là, parce que je pense que partout, on le voit un peu, ils sont rendus des énormes organisations. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des connectivités au sein de ces organisations. Puis, peut-être pour la question que tu posais, Philippe, à savoir est-ce qu'on s'inspire des cadres internationaux puis nationaux, par exemple canadiens, où j'ai l'impression qu'on est beaucoup peut-être en réponse à des priorités actuellement au niveau des ministères. Je sais par contre, la table nationale de santé publique a mis les changements climatiques comme une priorité. Donc, on peut espérer qu'on va voir des changements
parce qu'il y a quand même une orientation qui est prise dans ce sens-là. Puis d'autre part, mais il y a des projets, là, Julien parlait du projet KCEP, il y a des projets aussi avec l'Institut national de santé publique, où on amène peut-être plus dans une approche de bas vers le haut aussi, ces nouveaux cadres en travaillant étroitement là, avec les équipes. Donc, je pense qu'il y a une contamination positive qui se fait en ce sens-là de plus en plus. Donc, je pense que c'est un dossier à suivre. Julien était peut-être vraiment devant là, d'une tendance, en fait, d'où l'intérêt d'avoir fait une scoping review, un examen de la portée là, dans ce cas-ci, puis voir un petit peu qu'est-ce qui se fait. Dernier point aussi, tu sais, dans le sens de ce que tu viens de dire, je pense que c'est important que ça vienne un peu bottom-up, là, ce genre d'initiative-là, mais moi, ce que je perçois, par contre, c'est si ce n'est pas dans le radar des orientations stratégiques d'une organisation, je pense que ça va être difficile, ça va être une contrainte importante là, au niveau de l'implantation. Donc, moi, je me questionne aussi à savoir à quel instant est-ce que ça doit être abordé. Est-ce que, tu sais, même au niveau de la haute, des directeurs, c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aller plutôt dans les instances stratégiques, comme des conseils d'administration ou je balance ça de même, c'est des pistes de réflexion, là, mais c'est mon opinion là-dessus. OK, ben merci beaucoup, Julien, encore une fois, excellent travail. C'est des enjeux de toute façon extrêmement importants, on va suivre ça, mais comme tu dis, les bureaux de projet aussi vont certainement permettre d'améliorer les choses et aussi d'avoir une espèce de continuité, comme disait Lydie aussi, une cohérence sur la gestion des risques au niveau des territoires, donc des bassins versants. Merci Julien, donc sans plus tarder, on va passer à notre deuxième étudiant, deuxième présentation. Donc, Armand Bello, qui est titulaire d'un baccalauréat en géographie et aménagement du territoire de l'Université de Besançon et qui étudie actuellement la gestion des catastrophes et des risques naturels à l'Université de Montpellier. Armand est venu faire donc un stage ici cette année, de mars à octobre 2021, après malheureusement un peu de temps pour venir ici à cause de la Covid. Il a fait un stage donc cofinancé, en fait financé par les fonds de recherche du Québec, qui lui a permis justement de faire une évaluation à la fois des systèmes français et québécois dans le domaine de la gestion du risque d'inondation. Donc, merci Armand de nous présenter le résultat de ton travail. La parole est à toi. Okay. Bah, merci pour la présentation. Donc, je vais tout de suite commencer par l'introduction. Donc, comment ça va se passer cette présentation? Donc, ça va être un peu un comparatif permanent entre ce qu'il y a en place au Québec et ce qu'il y a en place en France. Et donc, on va étudier plusieurs points. Donc, d'abord, un petit peu rapidement, l'aspect réglementaire dans les deux pays. Ensuite, on verra les outils de la gestion des risques inondations. On s'attardera un petit peu après sur les acteurs, donc quels acteurs il y a dans la gestion du risque. Et enfin, on finira par un peu les leçons apprises des derniers événements qui ont été vécus et en France et par le Québec, parce qu'il y a quand même eu des bons événements, enfin des événements assez importants qui ont été traversés par nos deux pays. Et à la fin, on fera juste une dernière petite slide de synthèse avec les forces et les faiblesses de chacun des deux parties. Donc, en intro, on va voir un peu dans la dernière décennie, en fait, qu'il y a quand même globalement une accentuation des événements majeurs sur la décennie 2010-2020. Donc, globalement, pour ce qui est du Québec, on avait à peu près en moyenne un événement majeur par décennie. Et là, pour la dernière décennie, donc, on a eu 3 événements majeurs avec 2011 Richelieu et les 2 inondations généralisées de 2017 et 2019. Et globalement, c'est le même constat, si ce n'est pire, en France, où sur la dernière décennie, on a eu 7 événements majeurs, dont 3 qui ont dépassé le milliard d'euros en termes de dégâts. Donc, en 2010, on avait eu le Var, en 2016, on a eu la Seine, et en 2020, on a eu les Alpes-Maritimes. Donc, globalement, ça fait que c'est des coûts moyens qui sont en perpétuelle augmentation depuis quelques décennies. Donc, en France, on atteint 650 à 800 millions d'euros de coûts liés aux inondations. Et là, le chiffre qui est donné, ce n'est pas pour le Québec. Je n'ai pas eu trouvé de chiffre pour le Québec, mais c'est pour l'ensemble du Canada, où on a 1,8 milliard de dollars par année entre 2009 et 2017. Donc, cette hausse des dégâts s'explique en grande partie par l'exposition forte des territoires face aux inondations. Donc, que ça soit du côté français ou du côté québécois, on a une exposition qui est à peu près semblable, avec à peu près 20 à 25% de la population qui est concernée par le risque d'inondation. Donc, en France, c'est 17 millions d'habitants. Au Québec, c'est un équivalent de 340 000 propriétés. Donc, ça ne prend pas en compte les immeubles.
Et donc, au niveau des communes, en France, depuis 2000, donc en 20 ans, il y a 16 000 communes qui ont connu un risque inondation. Donc, c'est à peu près 45% des inondations des communes touchées. Et au Québec, je n'avais pas de données équivalentes à comparer, mais par exemple, si on prend juste l'inondation de 2019, on a tout de même 29% des municipalités qui sont impactées par inondation. Donc, on va pouvoir voir un peu les causes de tout ça. Donc, comment est géré en France et au Québec le risque inondation. Donc, pour ça, on va s'attarder déjà à l'aspect réglementaire. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs sont évidemment communs entre la France et le Québec, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans les plaines inondables depuis toujours. Et ça se fait depuis le début des années 2000 avec une vision, en tout cas, qui tente d'être intégrée de la gestion du risque inondation. Donc, ça prend en compte beaucoup de paramètres, la concertation, la prise en compte de l'urbanisme dans les plaines inondables, beaucoup de paramètres. Et donc, au niveau de l'approche normative, comment ça se passe? Donc là, on a deux timelines un peu en relation avec les réglementations au-dessus et les événements majeurs qu'ont traversé le Québec et la France. Et en fait, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que globalement, beaucoup de lois font suite à des contextes d'inondation intenses juste avant. Donc, par exemple, en 1987, la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du Québec, et en 1982 en France, la mise en place du système d'indemnisation des catastrophes naturelles font suite à des décennies d'intenses inondations. Et ça se continue pour beaucoup de lois. En 2001, la loi de la sécurité civile, ça fait suite en fait au déluge de Saguenay de 96. En France, la loi Barnier, qui est une des lois majeures, fait suite aux inondations de Nîmes et de Vaison-la-Romaine. Et on peut en relier plusieurs comme ça sur des événements en fait, qui dataient de 1 ou 2, 3 ans avant la loi. C'est ça qui influence beaucoup les lois. Donc, contrairement à ce que vous promulguez une vision intégrée qui demande une réglementation proactive, donc qui prend les devants, en fait, on a quand même encore actuellement une réglementation qui est réactive aux inondations. En revanche, entre la France et le Québec, on va avoir des approches normatives bien différentes quand même. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai encerclé au Québec, ici, c'est les lois qui vont avoir un caractère obligatoire, qui vont contraindre le bloc municipal territorial à mettre en place certaines mesures. Donc, on remarque qu'au final, il y en a, mais ce n'est pas non plus une généralité. La majeure partie, on va plus avoir une approche basée sur des politiques, donc ils vont cibler des grands objectifs à atteindre. En France, c'est un petit peu l'inverse en soi. Donc, on a une majeure partie des lois qui vont avoir un caractère obligatoire, qui vont contraindre les municipalités à mettre en place des mesures. Elles n'auront pas vraiment le choix. Elles devront s'y plier. Donc, on a plus une approche basée sur les lois et les réglementations et les règlements. Donc, cette différence d'approche normative, elle va être responsable de différences sur le terrain de manière générale. Donc, notamment, avec d'un côté une réglementation qui est un peu contraignante au Québec contre une réglementation qui est contraignante, voire très contraignante en France sur certains aspects. Et donc, si on combine ça avec la responsabilité des élus, en France, quand il y a inondation et que certaines mesures n'étaient pas prises alors qu'elles auraient dû, les responsabilités sont données aux élus. Donc, ils peuvent être poursuivis pour ça. Tandis qu'au Québec, on a globalement un peu une absence d'imputabilité des élus. On ne cherche pas à cibler de responsables. Et donc ça va donner deux différences. Donc au Québec, on va plus avoir une gestion qui va être au bon vouloir des municipalités. Donc les municipalités vont avancer en fonction de la sensibilisation qu'elles ont au risque. Tandis qu'en France, on a quand même globalement, c'est assez harmonisé sur l'ensemble du territoire, vu que tout est très réglementé. Donc ça va donner côté québécois deux petits points négatifs. C'est que globalement, il y a une faible prise en compte du risque d'inondation. Donc ça se traduit en 2017, par exemple, lorsque l'inondation généralisée survient, on a quand même 60 communes sur à peu près 300 qui n'avaient aucune mesure mise en place pour traiter les inondations et un manque de préparation. Donc de même, où en 2017, il y avait que 77% des communes qui n'avaient pas mis en place leur schéma de sécurité civile, qui est un des documents obligatoires en plus au Québec. Et par contre, l'aspect positif, c'est qu'on va avoir quand même pas mal de remontées d'innovations locales et d'innovations citoyennes. Donc, pour citer que celle-là, par exemple, on a le comité de rivière à Saint-Raymond ou alors aussi le bureau de rétablissement à Rigaud, qui sont sous l'initiative des municipalités ou des citoyens pour essayer d'apporter de nouvelles solutions face aux inondations. En France, on a un peu le schéma inverse, dans le sens où on a une bonne planification et une cohérence à peu près dans les actions qui sont faites. En revanche, on a très peu de place pour les citoyens. Donc, on se repose uniquement sur nos règlements et sur ce qui est fait en amont. Donc, les citoyens n'ont pas trop de place à la parole pour ce qui est du risque inondation. Donc, maintenant, on va un peu voir quelles sont les stratégies qui sont mises en place au niveau de la gestion du risque inondation et notamment la planification au niveau du territoire, qui va encore une fois être assez différente et qui découle encore une fois aussi de l'aspect qu'il y a des politiques qui sont mises en place au Québec. Et ces politiques, qui, donc, comme on l'a vu, qui vont fixer des grands objectifs
Et ces objectifs, le bloc municipal, donc les MRC, les municipalités et les communautés métropolitaines vont pouvoir atteindre ces objectifs d'une manière un peu plus libre. Donc, ce qui fait qu'on va avoir une gestion qui va être déstructurée. Certaines municipalités vont être très avancées, d'autres moins. En France, c'est un peu différent. Depuis 2014, on a mis en place une vraie stratégie à l'échelle nationale, donc la stratégie nationale de gestion des risques inondations, et qui va permettre de donner un cadre sur l'ensemble du territoire dans la lutte pour les inondations. Et en fait, cette stratégie, elle va se décliner à différentes échelles territoriales. Donc là, par exemple, sur les bassins hydrographiques, là, c'est le Rhône ici. Donc, on va avoir une déclinaison avec un plan de gestion du risque inondation qui va devoir être mis en place et qui doit cibler les éléments stratégiques, donc notamment les objectifs à atteindre au niveau de ces bassins. Et ensuite, si on décline encore un peu plus, au niveau régional ou départemental, on va avoir la stratégie locale de gestion des risques inondations qui, elle, va cibler les mesures à mettre en place pour répondre aux objectifs des PGRI, donc des plans de gestion du risque inondation. Et comment on va répondre à ces mesures? Donc, c'est avec les plans d'action prévention inondation, donc qui vont permettre de financer et de mettre en place les mesures locales. Donc, on voit que c'est quand même très structuré côté français. Côté québécois, c'est plus les objectifs à atteindre. Donc, maintenant, on va voir un peu les outils qu'il y a des deux côtés. Donc là, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, je vais en expliquer une bonne partie dans les prochaines diapos, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de tout expliquer non plus. Donc là, globalement, c'est les outils qu'on a à disposition pour la gestion du risque d'inondation du côté québécois et du côté français. Donc, on remarque qu'il y a quand même de nombreux outils à disposition pour pouvoir gérer la thématique des inondations. Et surtout qu'on a des outils qui sont disponibles pour chacune des phases de la gestion du risque, donc préparation, prévention, intervention et rétablissement. Donc, c'est ce qu'on va voir justement ici. Donc, par exemple, pour le volet prévention, donc globalement, on va avoir entre la France et le Québec le même type d'outils. Donc, pour ce qui est de l'urbanisation, donc on va avoir des schémas qui vont régir l'urbanisme dans les zones inondables. Donc, en France, ça va être le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, qui va déterminer des zones où c'est pas autorisé, enfin, où on ne peut plus construire. Et au Québec, ça va être le même principe. Pour ce qui est de la surveillance et de la prévision, on va avoir un ensemble de stations de mesure qui va être disposé sur les rivières pour suivre l'évolution du débit des cours d'eau. Et donc, en France, on va avoir 5000 stations. Donc, on a plutôt une bonne couverture sur les rivières. Au Québec, on en a à peu près 250. Donc, on pourrait croire que c'est déséquilibré, mais en soi, si on fait un rapport à la population, au final, il y a 5 fois plus de stations par habitant au Québec qu'en France. Donc, au final, des deux côtés, on a une couverture qui est relativement bonne, mais ce n'est jamais parfait. Maintenant, on va voir un peu s'attarder au volet préparation. Donc là, la grosse différence entre les deux, entre la France et le Québec, c'est plus sur l'aspect de la connaissance, du porté à connaissance, où au Québec, on va avoir globalement un document, le plan directeur de l'eau, qui va synthétiser la connaissance à l'échelle du territoire, donc du bassin versant, des données sur les rivières et sur les zones inondables. Alors que du côté français, on a obligation de remplir plusieurs documents, donc notamment le DCRIM, le document d'information communale sur les risques majeurs, donc qui va être élaboré par le maire et qui va reprendre tous les éléments liés aux inondations, donc tout ce qui est lié aux inondations et aussi les mesures à mettre en place en cas d'inondation. On va avoir le même principe avec le DDRM qui va lui être plus à l'échelle du département. On va aussi avoir l'IAL, donc ça c'est l'information acquéreur-locataire. Lorsqu'on achète une maison, on nous transmet un document qui permet de savoir si on est en zone inondable. Et on a aussi le plan communal de sauvegarde qui lui reprend tout ce qui est nécessaire à mettre en place s'il y a une inondation. Et pour ce qui est de la réduction des vulnérabilités, on va avoir le même type d'outils, donc qui vont être des programmes pour réduire les vulnérabilités, donc des programmes de financement. Maintenant, on va voir un peu le volet intervention. Donc, au niveau intervention, ce qu'il y a à noter, c'est que du côté du Québec, on n'a pas un réel système d'alerte. On va avoir des portails tenus par le ministère de la Sécurité publique ou d'autres portails qui vont permettre de suivre en permanence l'évolution du niveau des cours d'eau et potentiellement mettre des alertes, mais il faut quand même se connecter à ces portails. Du côté français, on a un peu le même système avec Vigicru, Vigicru Flash, donc qui sont aussi des systèmes de portail où il faut aller se connecter pour suivre en permanence en temps réel l'évolution des cours d'eau, du niveau des cours d'eau. Mais récemment, avec Vigicru Flash, il y a une mise en place où on peut être alerté par mail ou par SMS d'un cas de débordement ou d'alerte. Et on a aussi depuis toujours les sirènes communales qui sont encore mises en place en France et qui sont encore testées régulièrement. Et pour ce qui est de la gestion de crise, donc on a aussi un peu le même type d'outils, si ce n'est qu'en France, il y en a un petit peu plus, c'est juste une question d'échelle. En France, le plan Orsec, donc, qui a un plan à l'échelle de la région qui permet de mettre en place toutes les interventions de crise à l'échelle de la région. Et ensuite, on a le plan communal de sauvegarde qui se fait à l'échelle de la commune, tandis que le plan particulier d'intervention se fait plus pour un bâtiment qui va être ciblé comme principal.
Et pour ce qui est donc du dernier volet, le rétablissement, donc là, la grande différence, c'est que c'est au niveau de l'indemnisation. Donc, au Québec, on va avoir des accords d'aide financière en cas de catastrophe, donc entre le fédéral et le provincial, qui va permettre d'indemniser des sinistrés en cas de catastrophe majeure. Et en France, on a un régime à part entière au niveau de l'indemnisation, c'est-à-dire que c'est un régime qui est financé par un fonds où tous les Français cotisent avec une assurance et donc qui permet d'indemniser à 100% toute personne sinistrée lorsque l'endroit est reconnu comme catastrophe majeure. Donc, on va voir un peu les éléments de synthèse de tout ça. Donc, globalement, moi, ce que j'ai pu voir pendant mon étude de mon mémoire, c'est ce qu'on a pu tirer aussi avec certains gestionnaires du risque, c'est qu'il y avait un petit manque de soutien des autorités provinciales envers les municipalités dans l'élaboration de ces outils. Dans le sens où, globalement, ça va être, on va tendre un guide, on va mettre en place un guide pour élaborer ces outils, mais après, le provincial ne va pas vraiment vérifier ce qui a été fait. Donc, c'est un peu un point à noter. Et si on combine ça avec l'aspect que les outils ne sont pas forcément obligatoires, si ce n'est que le schéma de sécurité civile, la majeure partie des outils dans la gestion du risque inondation au Québec n'ont pas d'aspect obligatoire et ne sont pas opposables. Donc, les tiers ne sont pas obligés de s'y soumettre. Ça va donner qu'on a une couverture relativement faible actuellement des outils de gestion du risque au Québec. Donc, typiquement, on a actuellement près de 30 à 40% des schémas de sécurité civile qui sont actés dans les villes. Et comme on l'avait vu, il y avait pour beaucoup de villes qui n'ont encore aucune mesure. Donc, c'était le cas surtout en 2017. Maintenant, ça commence à évoluer un peu, mais il y a encore des communes qui n'ont plus de mesure. En France, du coup, c'est un petit peu différent dans le sens où il y a un soutien qui est quand même, qui n'est pas non plus très fort, mais il y a un soutien quand même dans l'élaboration et dans la vérification des documents de gestion de risque. Et il y a évidemment le côté obligatoire qu'on a vu en première partie avec les règlements et l'aspect opposable où tout le monde, l'ensemble des tiers doivent s'y soumettre. Donc, ce qui donne une couverture qui est quand même relativement bonne, si on peut le dire ainsi. Donc, par exemple, sur les 16 000 communes qui sont touchées par le risque inondation, comme on a vu en introduction, il y a 72% qui ont un plan de protection du risque inondation. Donc, qui va permettre de réduire, de limiter les habitations en zone inondable et de prescrire beaucoup d'autres mesures. À côté de ça, donc, sur ces villes qui sont obligées, enfin, sur ces communes qui sont obligées d'avoir un PPRI, on en a à peu près 10 000 qui ont un plan communal de sauvegarde et 8 300 qui ont un DICRIM. Et depuis 2003, on a aussi 170 programmes d'action prévention et innovation qui ont été mis en place et qui permettent de financer, comme on l'a vu, les mesures sur le terrain. Donc maintenant, on va voir un peu tout l'aspect de la gouvernance, donc les acteurs qui sont en place. Et donc, ce qu'on peut voir, enfin ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que de toute manière, qu'on soit en France ou au Québec, la gouvernance du risque d'inondation, elle est quand même relativement complexe. Et notamment pour deux principes, c'est que de toute manière, il y a une multitude d'acteurs qui sont en place. Donc là, on les voit un peu dans les bulles qui sont ici. Donc je reviendrai un petit peu dessus aussi en partie pour certains après. Et il y a aussi le fait qu'il y ait différents paliers d'intervention. Et donc, ça va donner des problèmes des fois plusieurs entités vont pouvoir faire les mêmes actions globalement. Donc voilà, au niveau les trois paliers, c'est pour le côté français, c'est le local, le régional et le national. Côté québécois, c'est le territorial, provincial et fédéral. Donc globalement, si on voit sur le niveau local et territorial, c'est là où il y a le plus d'acteurs maintenant. Donc c'est là, et surtout, c'est là où on a un transfert de plus important de compétences. Donc depuis à peu près quelques décennies, on a en fait une décentralisation un peu des compétences au niveau de la gestion du risque d'inondation, ce qui fait qu'aujourd'hui, le local se retrouve avec la majeure partie des compétences, donc notamment la gestion des cours d'eau, l'aménagement du territoire, la sécurité civile, les ouvrages de protection. Donc tout ça, c'est en commun, que ce soit côté français ou québécois, on a à peu près les mêmes compétences sur ce qui est local. Et donc après, si on passe du côté provincial et régional pour le côté français, donc on va encore avoir quelques acteurs qui vont être de moins en moins d'acteurs qui seront là pour un peu gérer le risque à une échelle plus haute. Et donc là, les mandats ne vont pas être les mêmes en fonction du Québec et de la France. Au niveau provincial, le mandat le plus important, ça va être d'élaborer les grandes politiques à l'échelle provinciale, à l'échelle du Québec, à mettre en place pour suivre et pour atteindre les objectifs nécessaires. Et on va aussi avoir tout le côté finance et expertise qui va être mis en place par le provincial. Donc, une grosse partie des financements de la gestion du risque se fait par le provincial. Alors que du côté français, le régional, lui, va être responsable de la mise en place du PGRI, comme on a vu, donc du plan de gestion du risque inondation, donc à l'échelle des grands bassins versants, donc notamment avec l'Adréal et la préfecture. C'est eux qui vont être en charge de tout ce côté-là.
On va aussi avoir la prescription d'autres outils, donc notamment le PPRI, donc on a vu le plan de prévention des risques d'inondation, qui va être prescrit aussi par l'ADREAL. Donc il y a un côté assez de soutien et de prescription des outils à faire, et après de soutien et de vérification de ces outils. Et on a aussi un petit côté financement où les entités régionales vont financer le municipal pour mettre en place certaines mesures. Le SDIS, de son côté, lui, c'est le centre de secours, c'est les centres de secours départementaux. Donc maintenant, si on voit après le dernier niveau, donc le fédéral et le national, donc là, on a encore une fois un petit peu moins d'acteurs, mais c'est des acteurs encore importants. Et donc, globalement, du côté français, c'est des missions assez régaliennes, c'est-à-dire que ça va être financer, surveiller la gestion de crise. Donc, ça va être un peu ces grandes mesures-là. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la mise en place de la stratégie nationale de gestion des risques inondation, qui est mise en place à cette échelle par les ministères. Donc. Et du côté québécois, du côté canadien maintenant avec le fédéral, là, ça va vraiment plus être un domaine d'expertise et de financement, pour le coup. Donc, on va voir maintenant les limites de la gouvernance. En fait, en quoi la gouvernance complexe en France et au Québec sont un peu des freins parfois à la gestion intégrée du risque inondation. Donc déjà, comme on l'a vu, c'est qu'il y a un peu une confusion dans les rôles, en grande partie au Québec, et c'est aussi valable en France. On a quand même pas mal de confusion, les rôles ne sont pas très bien définis, ce qui fait que typiquement au Québec, les trois ministères, donc le ministère de la Sécurité publique, le MAMACH et le MELCC, vont un peu faire les mêmes actions chacune de leur côté. Typiquement, chacun avoir un site pour répertorier les zones inondables, ou alors il y en a plus, il y a deux ministères qui sont en charge de la zone d'intervention spéciale suite aux inondations ou de dernières inondations. Donc, il y a déjà ce point-là qui freine un peu, qui perd du temps, de l'argent et qui entraîne des confusions. Et ensuite, on a aussi une absence de leadership. Donc, entre ces trois ministères qu'on vient de citer, on ne sait pas, il n'y en a pas un qui prend vraiment les devants sur tout ce qui est innovation. On a aussi le rôle des organismes de bassin versant. Donc, la vision intégrée du risque, elle propose de traiter le risque d'inondation à l'échelle du bassin versant. Et au final, les OBV au Québec, c'est un peu la seule entité qui se fait vraiment à l'échelle des bassins versants. Et au final, leur rôle est quand même assez sous-estimé. On n'utilise pas assez. Même le plan directeur de l'eau qui est à leur charge est très peu utilisé. Et en fin de compte aussi, il y a un manque de coordination dans le sens où il y a une expertise assez forte dans les ministères. Mais le problème, c'est qu'il y a un transfert qui est un petit peu déficient dans le sens où l'expertise des ministères n'arrive pas souvent sur le terrain. Et ça se voit dans les mesures qui sont prescrites. Il n'y a pas de vérification, encore une fois, sur ce qui est fait sur le terrain de manière générale. Du côté français, donc en plus de la confusion des rôles, dans les rôles, comme je l'ai dit au début, on a le gros problème en France, nous, c'est une hiérarchisation des risques. Dans le sens où les entités nationales vont être vraiment celles qui vont être décisionnaires et qui vont prendre toutes les responsabilités. Donc, ce qui fait qu'au fait, les municipalités et le bloc local a beaucoup de compétences, mais a très peu de marge de décision. Donc, voilà, les prises de décision et la concertation, elle est descendante. Donc, elle va des organes supérieurs, donc nationaux, jusqu'aux municipalités. Donc ça donne, comme on l'a vu aussi au début, une faible prise en compte des citoyens. Donc, il n'y a pas beaucoup d'actions citoyennes et il y a très peu d'actions innovantes. Donc, on reste toujours sur les mêmes principes pour gérer nos risques naturels en France. Donc, maintenant, en dernière partie, on va voir un peu les leçons à tirer des derniers événements. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les événements vécus entre le Québec et la France sont très différents sur ces dernières années, dans le sens où en France, on a eu beaucoup d'inondations, mais des inondations très différentes. Donc typiquement, la Seine 2016, c'est une inondation fluviale qui a duré un peu plus d'une semaine. La Loire, c'est aussi une inondation fluviale qui a duré plusieurs jours, tandis que l'Aude en 2018, les Alpes-Maritimes et le Var en 2019, c'est des inondations à cinétique très rapides, donc avec aussi des phénomènes torrentiels. Donc ça va amener réflexion au niveau des leçons à tirer, notamment sur les plans de prévention des risques d'inondation, où plutôt que de prendre la crue de référence connue sur l'échelle locale, pour tout l'arc méditerranéen, il faudrait plutôt prendre l'événement de référence sur l'arc méditerranéen entier. Parce que là, ça pose des problèmes, vu que c'est les événements cévenols sont très localisés, ça crée des vrais problèmes pour la gestion du risque. Ensuite, on a aussi tout l'aspect de la crise hors norme qui a été révélé depuis la Seine 2016, où c'est un peu la peur qui est à nouveau une crue comme 1910 à Paris, donc qui avait paralysé la ville pendant plusieurs mois avec des hauteurs d'eau exceptionnelles. Et aujourd'hui, en fait, le bilan, c'est que si cette crue se reproduirait, le coût en euros en France serait de 30 milliards juste pour une seule crue. Donc ça mettrait peut-être à mal même l'économie parisienne et française. Et donc, on a aussi des problèmes de connaissances, donc notamment sur les événements torrentiels et les transferts sédimentaux lors des inondations. Et on a aussi un déficit de personnel dans la gestion de crise,
Donc là, peut-être que la solution, ça serait de créer une cellule de cadres à l'échelle nationale, de 4-5 cadres à l'échelle nationale, qui pourraient être envoyés dans les cellules de crise pour aider au niveau technique. Côté québécois, donc c'est différent dans le sens où les 2 dernières crues, donc 2007 et 2019, c'est des crues généralisées, donc on touchait tout l'ensemble du territoire, donc on va plus avoir les mêmes constats et des constats généraux. Et surtout que ça a été des crises beaucoup plus longues, donc ont duré parfois jusqu'à 2 mois pour celle de 2019. Et donc globalement, ce qui en est ressorti, donc les événements à tirer, c'est que, évidemment, comme on l'a vu aussi depuis le début, c'est le manque de préparation, donc avec beaucoup de communes qui n'avaient pas vraiment de documents pour être prêts face à ces risques. Aussi un manque de connaissances, donc ça c'était surtout lié avec la cartographie en zone inondable, la cartographie des zones inondables, où il y avait un défaut là-dessus. Et on avait aussi l'encadrement des autorités supérieures, la planification des outils et le rôle et les responsabilités, comme on a vu. Donc là, globalement, on va faire un petit focus sur justement le plan de protection du territoire face aux inondations, donc qui vient en fait en grande partie répondre à ces lacunes-là, donc qui est le nouveau document, le nouveau plan prescrit en 2020 et qui va permettre, qui se décortique en 4 axes, pardon. Donc le premier axe qui va être cartographié, donc comme on l'a vu, et ça va permettre de renouveler la cartographie qui est quand même assez ancienne sur l'ensemble du Québec et de se baser sur une cartographie nouvelle pour régir et encadrer les risques d'inondation. Donc là, ça va être modifier le cadre normatif, donc surtout avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et pouvoir être plus virulent sur l'aménagement en zone inondable. Donc notamment essayer de le réduire, c'est un peu un point important pour le Québec. Et on a aussi l'axe 3, donc avec planifier et intervenir. Donc là, ça va mettre en place de nouveaux, donc surtout les bureaux de projet, qui sont des entités nouvelles, assez récentes, et donc qui vont permettre notamment, de ce que j'en ai compris, de faire le lien entre l'expertise provinciale et le niveau municipal, en vérifiant en fait si les mesures sont bien appliquées au niveau municipal et en accompagnant les municipalités. Et on a aussi le PRAFI, donc là, qui va être un fonds pour augmenter la résilience de certains quartiers, donc un fonds à hauteur d'un peu plus de 500 millions, il me semble, de dollars. Donc globalement, ce plan, il reste un dernier axe, donc l'axe 4 aussi, donc, qui est connaître et communiquer. Donc là, c'est augmenter encore la connaissance de la gestion du risque inondation et surtout la communiquer au sein des élus, mais aussi des citoyens, parce que lorsqu'il y avait eu les inondations de 2017, il y avait à peu près plus de 60% des Québécois qui ne savaient pas que leur maison était en zone inondable. Et donc, globalement, donc, ce que j'ai pu en tirer en discutant avec certains acteurs, c'est que le plan était quand même bien accueilli dans ce qui, pour l'instant, allait produire, et que c'était plutôt une bonne perspective pour les années à venir au Québec. Mais c'est encore difficile de juger parce que c'est un plan qui est très récent et surtout, par exemple, même la cartographie n'est pas encore terminée. Donc, difficile de juger pour l'instant ce plan, mais il donne de bonnes perspectives. Donc, voilà, donc pour finir, on va avoir la petite synthèse avec les forces et les faiblesses. Donc là, c'est les faiblesses pour chaque côté. Donc on a des faiblesses communes entre la France et le Québec, donc notamment l'urbanisation en zone inondable, qu'on a pu le voir avec un problème, c'est un problème très important qu'on a du mal à gérer autant en France qu'au Québec. Et on a aussi un problème de culture du risque, où la culture du risque disparaît de plus en plus, notamment par le fait qu'on augmente de plus en plus notre mobilité. Et il y a aussi le défaut de gouvernance qui sont communs à la France et au Québec. Et après, on va avoir, il y a il y a plus de faiblesses du côté québécois, mais mine de rien, le nouveau plan de protection du territoire répond à pas mal de ces faiblesses, notamment avec le cadre réglementaire qui va être modifié, la connaissance qui va être accentuée, la gestion par bassin versant avec les nouveaux bureaux de projet, ou la prévision, la surveillance et l'alerte sont tous des domaines qui vont être améliorés avec le nouveau plan. Et pour ce qui est enfin des forces, donc côté québécois, moi, ce que j'ai pu vraiment sortir comme force, c'est les initiatives innovantes, la prise en compte des citoyens, la concertation, et aussi tout le domaine de l'intervention ou la sécurité civile. Et en France, du coup, une force, mais qui est aussi une faiblesse, c'est notre cadre réglementaire, mais qui entraîne la rigidité, donc que j'ai mis en faiblesse. Et après, on a aussi la stratégie, donc qui est nouvelle, mais qui fonctionne assez bien, l'information préventive et la connaissance, globalement, qui sont des forces côté français. Donc voilà, donc diapo de remerciements. Merci beaucoup, Armand. Vraiment, tu as fait un travail extraordinaire de synthèse de tous les systèmes. Tu peux peut-être départager. On va prendre quelques minutes pour répondre à des questions. Mais vraiment, félicitations pour ton travail. En peu de temps, tu as réussi aussi à aller chercher de l'information pour synthétiser deux systèmes, comme tu l'as montré, qui sont assez différents, mais aussi complexes. Est-ce qu'il y a des questions?
Maryse? Je vais même ouvrir ma caméra. Bonjour Armand. En fait, je suis dans les bureaux de projet du MAMACH et j'ai trouvé ça très intéressant, ta présentation. Ça montre vraiment l'importance de ce qu'on est en train de créer. Puis je me posais la question, parce que je trouve ça très intéressant au niveau de l'innovation citoyenne, comment on peut continuer de favoriser, parce que tu as parlé du PRAFI, mais il est réservé aux municipalités, etc. Donc, comment les bureaux de projet, on peut vraiment stimuler ces innovations-là? On fait continuer de les stimuler. En soi, ça serait peut-être se calquer sur par exemple, les OBV. Moi, je sais que c'est les OBV au Québec qui essayent vraiment de stimuler la concertation avec les citoyens en organisant régulièrement, on a pas mal parlé du fait qu'ils organisaient régulièrement des réunions libres pour que les citoyens puissent venir discuter avec des experts du risque inondation. Et je sais que quand j'en avais parlé avec Karine Dauphin, donc, qui était gestionnaire à Copernic, elle m'avait expliqué que oui, eux, ils travaillaient énormément avec les citoyens pour essayer de développer les innovations locales. Donc, ce serait peut-être se calquer sur ce modèle-là des OBV. Après, c'est mon avis. Très bonne réponse. Puis je compléterai aussi, on voit aussi en parallèle deux cultures différentes avec une implication de la part des communautés qui est intéressante ici et je pense, comme tu le dis Armand, sur lequel il faut capitaliser. C'est tout à fait pertinent, surtout quand, encore une fois, tu l'as montré aussi, quand même beaucoup de municipalités ici qui sont affectées par les inondations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a demandé si le mémoire d'Armand était disponible. Alors, c'est une bonne question. Ouais. Le travail, excusez, le rapport d'Armand est en train d'être révisé par mes collègues Thomas Buffin-Bélanger, Fred Vinet côté français. Moi, je le révise également. Et puis aussi un autre collègue en France. Oui, il va être disponible dès qu'il va être révisé. Et puis, Maryse, aussi, je te propose aussi de vous en envoyer une copie pour aussi avoir vos commentaires, parce qu'après tout, c'est un travail aussi. Armand aussi a fait un travail extraordinaire dans une période de confinement où il ne pouvait pas rencontrer du monde et il a fini par rencontrer quand même du monde et aussi récolter de l'info. Fait que de votre côté aussi, les ministères, c'est très intéressant, je trouve aussi d'avoir de votre point de vue. Surtout comme le disait Armand aussi, c'est un work in progress ici avec le plan de protection. Donc, on va voir aussi des résultats dans quelques années. Avec grand plaisir. Ça serait même à refaire avec le régime transitoire, etc. Comment tout ça pourrait être amélioré encore plus. C'est très, très, très intéressant comme travail, vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il n'y a pas de questions dans le chat. Armand, je vais t'en poser une parce que s'il y a des choses, tu as parlé des forces et des faiblesses, peut-être quelque chose qui nous rapproche aussi en termes de gestion des risques par rapport, par exemple, à d'autres systèmes que tu connais peut-être un petit peu, évidemment, en Europe, le système anglophone et les Anglais en particulier. Est-ce qu'il y a des choses qui fonctionnent quand même relativement bien quand tu as regardé un peu les deux systèmes malgré tout? Parce que tu l'as parlé aussi, il y a quand même beaucoup eu de gros événements récents au cours des 10 dernières années. Donc, est-ce qu'on a appris finalement de nos erreurs? Pour le Québec, du côté québécois? Du côté des deux systèmes. Des deux? En fait, c'est assez compliqué dans le sens où il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Mais je pense que dans le fond, on part aussi avec beaucoup de retard, dans le sens où l'urbanisme qui a été fait depuis des décennies n'a pas été respecté, enfin n'a pas suivi les règles pour les inondations. Et donc là, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits autant du côté québécois que français, on paye un peu les pots cassés de plusieurs décennies d'inattention. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui est vraiment responsable des inondations majeures qui surviennent encore aujourd'hui et de l'augmentation des dégâts, alors même que beaucoup d'argent sont investis pour réduire justement les dégâts liés aux inondations. Ok. Donc, effectivement, du travail, du pas sur la planche, mais je pense qu'on est quand même sur la bonne voie dans les deux systèmes. Puis j'ai vu aussi, comme tu le disais tout à l'heure, les inondations aussi récentes en France amènent aussi à réviser même la façon de faire de très normative que le système français a mis en place. Disons que le seul un des aspects positifs, je ne sais pas, je n'avais pas connaissance si ça se faisait énormément au Québec quand j'avais fait mon mémoire, mais c'est aussi tout l'aspect des rétextes où en France, à chaque inondation, il y a un document qui va être rédigé et qui va reprendre tout ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans les méthodes pour lutter contre les inondations. Et ça, c'est assez systématique pour les inondations, en tout cas majeures en France, et ça permet d'assez vite comprendre ce qui marche, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Donc, je ne sais pas si c'est fait, je n'avais pas eu connaissance de ça au Québec. Je sais qu'il y en avait j'en ai lu un ou deux, mais ce n'était pas systématique. Ça vient donc, du côté français de la directive européenne justement sur les inondations, puis de l'obligation de faire des retours d'expérience. C'est ça que tu… C'est ça, voilà. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup encore une fois. En fait, il y Armand. avait Merci juste de une ton dernière travail. question de la part de Flora qui demandait si favoriser l'initiative collective est envisageable en France ou est-ce que la structure actuelle ne le permet pas? Là, c'est assez compliqué dans le sens où déjà la structure actuelle ne le permet difficilement vu que tout est trop encadré. Mais c'est aussi que les initiatives collectives en France, je pense qu'on est moins volontaire qu'au Québec de manière générale en France. Ça se ressent déjà par les votes électoraux où il y a des abstentions énormes. Donc les gens sont moins concernés sur beaucoup de sujets en France. Et ça se ressent aussi un peu par une forme, j'en avais parlé avec Freddy Vinet, qui était mon professeur, une forme d'élitisme dans les réunions où en fait les gens qui sont des citoyens qui ne sont pas experts d'un sujet ne sont pas écoutés et on va un peu leur couper la parole, etc. Donc, il y a peut-être un effort là-dessus à faire, mais après, c'est aussi de la formation. C'est pas évident de lier et les experts et les citoyens sur certains sujets. Donc, voilà. Okay. Donc, merci encore. Merci Armand. Merci aussi Julien pour vos deux excellentes présentations. C'est vraiment très, très intéressant, très instructif. Donc, on va terminer l'enregistrement.